Ben, bonjour à tout le monde que je ne vois pas. Euh, et merci à tous qui ont organisé ce colloque et merci aux Frénois de m'avoir permis d'organiser l'exposition Fluidité que j'ai co-commissariée avec Pascal Prenier, que je remercie donc. Et je te remercie Alain aussi pour le film que tu as fait que nous allons regarder tout à l'heure et qui donne une vie à cette exposition qui a malheureusement été fermée très vite à cause de la pandémie qui continue à rôder parmi nous. Je vais commencer par le titre, fluidité. Pour moi, l'idée de la fluidité, c'était la chose qui représentait le mieux les choses avec lesquelles il fallait réfléchir, qui étaient déjà visibles dans le monde d'aujourd'hui et qui, à mon avis, préfigurent le monde de demain. Un monde dans lequel les choses sont de plus en plus fluides, les catégories établies sont de plus en plus poreuses entre l'humain et la machine, entre les genres et les identités sexuelles, entre les disciplines de travail, entre le réel et le virtuel, entre le temps qui s'étire, qui se compacte, qui change en fonction des différentes circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc, voilà, c'était pour ça que je pense que le mot fluide était le mieux. Alors, évidemment, au départ de l'humain qui vient, donc de fluidité par rapport à cette pensée qui s'est organisée autour de ce colloque, nous avons l'idée de mettre au centre de l'exposition une sculpture d'Anthony Gormley. Anthony Gormley qui est une sculpture en fil de fer, qui était une sculpture en fil de fer qu'on verra bien après dans le film, qui est une série qui s'appelle Feeling Material. Feeling Material, qui veut dire donc se sentir matériel, si on peut le traduire comme ça en français, qui, à mon avis, traite de savoir où commence et où finit le corps. Comment est-ce qu'on établit les limites de ce corps, comment ce corps se construit ou se reconstruit en fonction de ces rencontres avec la technologie, avec les implants, avec toutes ces choses qui se rajoutent à la matière biologique. Mais aussi l'idée de la perméabilité du corps aux ondes et en fait la fluidité de tout ce qui nous entoure, éventuellement même des choses intangibles comme le savoir et comme les connaissances. Donc, le corps, à partir d'Anthony Gormley, mais aussi à partir du travail de Shu Li-Sheng qui se trouvait juste derrière la sculpture d'Anthony, qui, elle, parle d'un corps machine, d'un corps qui n'est plus seulement biologique, qui est biologique et informatique, et qui d'ailleurs se trouve de façon très prémonitoire contaminé par un virus qui peut aussi bien être informatique que biologique, et, ou une conflation des deux. Ensuite, le corps génétiquement modifié, l'idée de la façon dont le corps est génétiquement modifié par ce qu'on mange éventuellement, mais aussi peut-être que le corps devient génétiquement modifié parce qu'on commence à concevoir des humains dans des laboratoires ou des humaines. Et ça, c'était très visible dans le travail de Pedro Neves. Après ça, il y avait l'idée du corps répliquant, visible dans le travail de Carlos Gil, qui a donc travaillé sur un projet qui s'appelait Uncanny Valley, dans lequel l'artiste filme un robot qui essaye de ressembler le plus possible à un être humain et une actrice qui tente de se fondre dans l'identité du robot. Donc, on finit par ne plus savoir ce qu'on regarde parce que les corps se sont complètement mimétisés jusqu'à devenir presque similaires. Et puis, le corps peut-être pas le corps, mais en tous les cas, le corps sous contrôle, tel que le pense ou le réfléchit Lynn Hirschman dans son travail depuis très longtemps, mais en particulier avec le projet dont nous avons présenté le trailer dans l'exposition, qui réfléchit sur la façon dont le corps est conditionné par la reconnaissance faciale et tous les systèmes de surveillance qui nous obligent à conformer notre comportement social à une pratique ou à
ou à une série de codes que nous ne contrôlons pas, mais que nous finissons par assimiler de façon complète. Un autre aspect de l'exposition, c'était ce que j'appellerais des nouveaux paysages. Donc des paysages qui sont hybrides, des paysages qui sont reformulés, des paysages qui ne sont plus le paysage qu'on peut regarder juste dehors de notre fenêtre, mais bien un paysage qui peut être un paysage qu'on voit à travers de l'écran, ce qui nous arrive bien en ce moment. On peut regarder dans les écrans de chacun et de chacune et voir quelque chose, mais surtout l'écran devient presque une réalité presque aussi tangible maintenant que ce qu'on peut voir à travers une fenêtre. C'était quelque chose qu'on voit dans le travail de Cliff Evans, qui était assez prémonitoire, parce que c'est un travail qu'il a fait il y a déjà une dizaine d'années, si ce n'est plus, qui était une espèce de collage entre différents éléments qu'il a été trouvé sur Internet. Donc, c'est une espèce de paysage composite qui ressemble aussi au desktop de l'époque, etc., etc. Toutes les paysages des interfaces. En parlant d'interface, je pense aussi bien sûr ici au travail d'Ismaël Chandoutis et son projet Swatted, qui non seulement traite de relations sociales à travers les interfaces de jeux vidéo, mais aussi bien de ces interfaces dans lesquelles ces joueurs passent le plus clair de leur temps et donc vivent. Donc c'est un paysage en quelque sorte aussi. Et puis, les paysages composites de Joan Fontcuberta et de Michael Najar, les paysages composites de Joan Fontcuberta qui sont fabriqués avec la technologie d'un scanner que les militaires utilisent normalement pour faire des rendus en 3D de cartes d'état-major et que l'artiste a utilisé pour scanner les surfaces de tableaux de maître qui donc crée des autres paysages à partir d'un paysage original qui lui-même n'est pas un paysage puisqu'il est déjà une représentation. Et pour ce qui concerne Michael Najar, toute une réflexion sur le paysage composite. C'était intéressant d'écouter la conférence de Janet Biggs tout à l'heure à cet effet, parce que le travail de Michael, c'était justement cette espèce de nouveau territoire qui serait formé entre la planète Mars et des plages d'Islande ou de choses comme ça. Mais toute cette réflexion sur l'idée où on va habiter dans le futur, si on habitera dans un paysage composite ou si on habitera véritablement sur une autre planète. Et puis, il y a le paysage virtuel, le paysage mémoire de Daniel Stegman, qui a donc été filmé un arbre qui a disparu entre-temps. Donc, l'idée que pour retourner dans le passé, on peut chausser des lunettes de réalité virtuelle et se retrouver dans un endroit où on aurait pu aller. Donc, on peut imaginer toute une série de choses qui se passeraient dans le futur dans lequel on retrouverait nos mémoires qu'on aurait enregistrées, qui est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve dans les romans anciens de Bruce Sterling. Et puis le paysage climatique de Philippe Ram, donc qui est toute une réflexion sur la façon dont on organise l'espace et le paysage en utilisant des éléments qui permettent de réguler le climat. Donc, par exemple, avec certains types de technologies mélangées avec certains types de plantes et d'agencements, on arrive à créer des climats, donc un jardin climatique dans lequel il y a des zones froides, des zones chaudes, etc., etc. Et puis pour finir, et quelque chose, à mon avis, aussi très inspirant, qui sont les paysages chimiques et les paysages algorithmiques dans le travail de Hicham Berrada. Ensuite, il y avait un autre cluster, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, de projets dans lequel j'inclurais le design vivant de Teresa Van Dongen, l'objet hybride qui ressemble presque à un animal domestique ou à une sculpture domestique qui est dans le travail de Yosra Mjatahedi. Et bien sûr, évidemment, toute la plateforme Décidération de Smith et les diplomates qui crée non seulement des conditions de rencontre qui mêlent le virtuel et le réel, mais qui traite aussi bien sûr des états de l'humain en relation avec son origine éventuelle qui serait une origine
extraterrestres. Et pour finir, mentionner aussi les nouveaux daguerréotypes de Alfonso Barragán, qui a donc demandé à un groupe de personnes avec lesquelles il a fait cette performance d'ingérer un matériau qui, passant à travers le corps, on garderait une trace photographique, puisqu'il s'agit d'une pierre d'argent. Et je pense qu'avec tout ça, on crée une plateforme qui propose donc ces perspectives sur le monde à venir, tout étant bien sûr pure spéculation, mais je pense préfigurant un certain nombre de choses. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu voir l'exposition, je pense que le film raconte quelque chose qui au moins s'y rapporte beaucoup. Donc merci encore une fois Alain pour ce film que tu as fait. Merci de ce que tu viens de dire. Alors ce film est très modeste, je tiens à le dire tout de suite. Et il avait principalement pour but, d'une part, de sauvegarder cette exposition qui avait été insuffisamment vue du fait de sa clôture avec la crise sanitaire, et puis de permettre ce dialogue qu'on avait imaginé dès le départ entre l'exposition et le colloque, qui porte d'ailleurs, en dehors de ton supplément avec Subfluidité, le même titre, L'humain qui vient, avec même des participants à la fois à l'exposition et au colloque, comme Teresa Van Dongen. Donc, on avait prévu que quand le colloque se tiendrait, l'exposition serait visible et qu'on pouvait créer un dialogue entre les deux événements. Ce à quoi on tient beaucoup depuis longtemps, puisqu'on aime beaucoup particulier au Fresnois la spéculation, la réflexion théorique et la création. Donc, on était très attachés à cette idée de montrer l'exposition avec des œuvres, en même temps qu'on allait entendre des propos de scientifiques et de spécialistes de ces thématiques qui nous intéressent. Donc ça, c'était le double but du film. Les moyens ont été très simples. Je suis venu en fait en plein confinement de Paris pour faire une journée de tournage dans l'exposition et je me suis appliqué à mettre mes pas dans ta lecture, c'est-à-dire, ou plutôt essayer de lire ce que tu avais mis en espace avec les moyens du cinéma et d'ailleurs de respecter cette consigne que tu donnais à l'entrée avec le mot fluidité. Le cinéma, on sait, est un art du montage et qui crée du continu à partir du discontinu. Moi, j'ai essayé d'être aussi continu que possible. C'est rendu possible aujourd'hui avec des caméras qui ont des stabilisateurs qui font qu'on peut marcher avec une caméra à la main et créer des mouvements extrêmement fluides, extrêmement lisses, et donc faire un parcours de la caméra qui ressemblerait au parcours d'un œil idéal. Voilà, j'ai beaucoup aimé filmer les accrochages d'œuvres dans les musées à droite et à gauche, au Louvre et ailleurs, à Pompidou. J'ai beaucoup aimé filmer l'exposition en essayant de retrouver ton parcours et je m'étais d'ailleurs quand même beaucoup inspiré de ce que tu m'avais dit. Tu m'avais expliqué qu'au centre, il y avait l'œuvre d'Anthony Gormley qui allait distribuer le reste de l'exposition. Donc j'ai essayé de rendre ça avec le film. Je pense que c'est assez visible. L'œuvre revient et quand elle vient à l'image, il y a à l'arrière-plan d'autres œuvres de l'exposition. Donc voilà, c'est un film qui est fait très simplement, qui était tourné en une journée. Le texte que tu as écrit, malheureusement, je n'ai pas pu le lire comme on avait désiré qu'on le ferait, puisque je suis en ce moment même bloqué en Italie avec des annulations de vols d'Air France qui m'ont empêché d'être de retour à temps pour l'enregistrer. Mais c'est notre ami Daniel Dobels qui s'est très bien acquitté de la tâche et qui a lu ton texte. J'ai vu le résultat, ça me semble très satisfaisant. Donc voilà, ce film, je le répète, est très modeste, mais j'espère qu'il jouera son rôle en rapprochant ton propos, ton travail, cette très belle exposition et le colloque qui se tient aujourd'hui. Voilà, merci donc à tout le monde. Et merci à Daniel alors aussi. Tout à fait, oui. Il est venu juste un matin pour enregistrer le texte. Donc, on regarde le film maintenant? Oui, je pense qu'on peut demander à ce que le film soit envoyé. Il dure 20 minutes.
La fluidité est une propriété généralement attribuée aux liquides qui ont une capacité physique à se répandre et occuper toute forme de façon optimale. Au sens figuré, la fluidité est le caractère de ce qui est mobile, difficile à saisir ou à fixer, en évolution constante. À travers le regard d'une sélection d'artistes, architectes et designers, Fluidité propose une réflexion transdisciplinaire sur la façon dont l'humanité se projette dans un futur plus ou moins proche. Celles et ceux-ci peuvent penser l'avenir qui nous attend et nous le conter avec une très grande liberté. Leur fiction, leur recherche, tant au niveau plastique que conceptuel, nous offre un panorama critique qui échappe tout autant à l'utopie béate qu'à la dystopie. La dynamique de l'exposition repose sur une série de flux ou faisceaux qui relient informellement et de façon souple les différentes composantes de ce panorama. La perspective est la plus ouverte possible pour que l'on puisse presque embrasser toute l'exposition d'un seul regard. Vigile de l'exposition, la forme humaine de Thinning Material 4 d'Anthony Gormley émerge d'un dessin de fil de fer dans l'espace. Vision prémonitoire d'un corps qui se meut déjà entre réel et virtuel, comme les personnages de Snow Crash, le roman de Neil Stephenson, qui vivent concomitamment dans plusieurs espaces. Le monde réel et la metaverse, un monde virtuel dans lequel ils sont représentés par des avatars. Julia Chiang envisage un corps hybride, augmenté par l'informatique, ou peut-être atrophié, vivant littéralement dans un univers de circuits électroniques tout en ayant conservé des caractéristiques biologiques. Du sang circule dans des veines ou peut-être dans des câbles. Les globules rouges envahissent l'espace comme pour marquer, là encore, une continuité entre le corps et son environnement. Les virus sont tout autant biologiques que technologiques, informatiques, et redéfinissent un corps mutant, un corps machine. Celui-ci est immergé dans un paysage généré par les ordinateurs ou peut-être dégénéré, empli de constructions et déchets informatiques. On se prend à réfléchir sur la notion de viralité qui, aujourd'hui, est devenue un paradigme essentiel de notre société. On parle d'image virale tout autant que d'attaque virale. La viralité peut être dangereuse ou pas. Elle transporte les idées à toute vitesse, les fausses informations comme les vraies, indistinctement. La viralité est une forme de dissémination. Réminiscence ou incarnation de la Metaverse de Neil Stephenson, le jeu vidéo en réseau est un espace de socialisation dans lequel chaque gamer est représenté par un avatar. L'irruption du réel dans ce monde virtuel est à l'image de l'extrême violence de beaucoup de ces jeux, dans lesquels on se bat, on se tue, on se détruit. Il prend la forme du swatting, qui consiste donc à faire intervenir la police sur la scène d'un crime inexistant ou seulement virtuel, chaque joueur ayant probablement à son actif un nombre incalculable de victimes. Ces interruptions de jeu en ligne, en fait d'une certaine façon partie, reliant la violence du jeu à celle de l'intervention musclée des forces de police au domicile du joueur qui a été swatted. Ismaël Chandoutis construit son film dans cet univers, mêlant séances de jeu enregistrées et vidéos de swatting trouvées sur Internet, auxquelles il ajoute les trames de décor, la structure du paysage virtuel, le backstage en quelque sorte. Do we have anybody else we can invite? Yo guys, what is up? Welcome back to another video. Today we're going to be playing... His program claims to have reduced crime in some areas by 27%. Law enforcement agencies throughout the world, including the UK, the Netherlands, China,
Le trailer de Lynn Hershman-Leeson présente Shadowstalker, un nouveau projet multidimensionnel. Elle y évoque un thème qui se rapporte à la construction de l'identité et la relation ambiguë que nous maintenons avec les systèmes de surveillance, en l'occurrence les systèmes de reconnaissance faciale combinés avec des logiciels qui permettraient de prédire les crimes non encore commis, afin de pouvoir les empêcher. Son projet préfigure une société dans laquelle on se serait complètement conformé à la technologie et où le rôle de l'État aurait été repris par les entreprises multinationales de technologie, paysage admirablement décrit dans Les Furtifs de Alain Damasio. La composition imaginée par Cliff Evans est constituée de fragments d'images rencontrées sur le réseau. À mi-chemin entre paysage et interface, il préfigure un monde dans lequel l'écran devient en lui-même un paysage, plus encore peut-être qu'une fenêtre ouverte sur une autre dimension. La plateforme Décidération a été conçue par Smith et les diplomates. Tout autant installation que lieu de vie, sorte de capsule interstellaire ou intermonde, on repense à Snow Crash. La plateforme présente en son centre son cœur, un fragment de météorite qui serait à l'origine de toute vie biologique sur la planète Terre, puisque selon les auteurs, les acides aminés viennent de l'espace et auraient été déposés par les météorites. Ici, la réflexion porte sur le besoin d'une nouvelle génération de se réinsérer dans le cosmos et pas seulement sur la Terre. Une sorte de néo-animisme qui serait peut-être le seul salut de l'espèce humaine. Reprendre contact avec l'environnement, avoir conscience que sa destruction systématique est comme une atteinte à notre propre corps. Le design et l'architecture sont partie intégrante de notre environnement quotidien. À travers les recherches et les projets de la jeune plasticienne Yosra Mojtahedi, de la designeuse Terena van Dongen et de l'architecte Philippe Ram, on mesure l'importance de l'interdisciplinarité pour créer de nouvelles approches à la conception de notre habitat, l'espace et les objets. Mojtahedi spécule sur un objet presque transitionnel qui pourrait se substituer à l'animal domestique, une sculpture vivante, objet de curiosité au toucher presque sensuel, comme celui d'une peau vivante et tiède. La suspension sculpture de Teresa van Dongen mêle design traditionnel et biologie, puisque l'ampoule est en fait le récipient qui abrite une colonie de bactéries dont la propriété luminescente permet d'envisager
un éclairage complètement autosuffisant. Il convient tout de même de veiller à la bonne santé des bactéries, un nouveau rituel domestique. Le parc, conçu par Philippe Ram et son équipe, est en cours de réalisation à Taïwan. Situé sur l'empreinte d'un ancien aéroport, il n'est non pas régi par les lois du paysagisme, mais par celui de la climatologie. Les arbres ont été choisis pour la qualité de leur canopée, qui permet de créer de l'ombre, pour la qualité de leur écorce, qui absorbe le bruit, et pour leur capacité à absorber une grande quantité de CO2. L'espace est pensé en termes d'activité. Espace plus frais pour échapper à la chaleur et ou pour l'exercice physique. Espace plus chaud et ou humide pour les jours où la température extérieure est plus basse. Les écarts de température favorisent la circulation de l'air comme une sorte de microclimat et les services sont hébergés dans un bâtiment à l'empreinte carbone neutre qui, lui aussi, dispose de lieux plus ou moins climatisés en fonction de leurs usages. Droit dans le regard de notre bonhomme de fil de fer se trouve Uncanny Valley, le film de Carlos Gil, ainsi que Iwi, l'androïde de Pedro Neves. Deux variations sur le même thème. Neves présente une humanoïde dont les traits et la couleur de peau évoquent les peuples premiers de l'Amazonie, qui chaque jour perdent un peu plus de leur territoire, laissant la place à une agriculture industrielle qui produit des plantes génétiquement modifiées. Et elle parle de sa condition d'être génétiquement modifié. On ne sait si tel est le résultat d'une manipulation de laboratoire ou une humaine qui, à force de se nourrir de plantes industriellement produites sur le territoire de ses ancêtres, se trouve en pleine mutation. Tel est en tout cas, sous le contrôle des peuples colonisateurs qui conquièrent peu à peu ce qu'il restait de territoire non occupé en Amérique du Sud. Le personnage de Uncanny Valley pourrait être robot comme Yel pourrait être humain. Les deux se fondent l'un dans l'autre. Le personnage est tantôt robot, humanoïde perfectionné, sortant de l'un des meilleurs laboratoires japonais, tantôt humaine, une actrice grimée pour ressembler à son alter ego robotique. Le robot s'applique à ressembler à l'humain, pendant que l'actrice prétend prendre les traits et le langage corporel du robot. La seule différence notoire est le clignement des yeux de l'actrice, comportement essentiel que le robot ne sait pas encore répliquer pour paraître encore plus humain. Les êtres humains habitent des paysages. En soi, la notion même de paysage implique une nature sous contrôle et ou un système de représentation. Ici, peut-être est-ce Hicham Berrada qui donne le là, si là, il y a. La conjonction de deux de ses œuvres nous donne à voir deux aspects de sa recherche plastique. La première, contenue dans un aquarium, fait écho aux spéculations sur le temps et l'inertie de Boraghan. Le paysage miniature est constitué de divers types de métaux plongés dans une eau contenant des agents chimiques qui vont créer une sorte de climat. Et la composition métallique, on repense au fil de fer de Filling Material, va se décomposer trop lentement pour disparaître avant la fin de l'exposition, qui ne sera qu'un moment dans la vie de la sculpture performance. Outre l'aquarium, on pense aussi à ces souvenirs boules de neige, globes remplis d'eau et de particules blanches qui recouvrent la miniature d'un monument local emblématique d'une fine pellicule blanche. La projection vidéo propose un autre paysage, celui d'un algorithme créé
à partir de l'ADN d'une plante choisie par l'artiste. Le film est l'enregistrement du calcul développé à partir de l'information biologique. Le paysage bioinformatique fait écho au corps bioinformatique de Chun-Lea Chiang. Terraforming, le paysage composite imaginé par Michael Najar, mêle des prises de vue en Islande par l'artiste et d'autres prises sur Mars par les robots de la NASA. Il est difficile de distinguer les deux planètes. Le principe de terraforming est à la base de la recherche menée pour pouvoir transformer une autre planète, en l'occurrence Mars, afin de pouvoir la coloniser. Le postulat est qu'il faudra y former terre, soit recréer les conditions existant sur notre planète. Ici-bas, le réchauffement climatique généré par l'activité humaine est ce qui nous conduit à chercher une porte de sortie vers une autre planète. Sur Mars, le réchauffement climatique est ce qui nous permettrait d'y habiter un jour. Il faut faire fondre la glace, ce qui permettra de créer une atmosphère et les conditions de la vie telles que nous la connaissons ici. Curieuse parabole. Le casque de réalité virtuelle proposé par Daniel Stigman Mangrané permet de retourner dans une forêt tropicale qui n'est plus. Elle est donc le seul vestige mémoriel d'une forêt primaire sacrifiée à l'agriculture intensive évoquée par Pedro Neves. Quelle est la réalité du virtuel? Comment pourra-t-on dissocier les vestiges d'un monde disparu et celui qui sera le fruit de l'imagination des scénaristes de demain? La virtualité est-elle un paysage mémoriel abstrait ou le daguerréotype d'une autre époque? C'est aussi la virtualité qui est centrale dans les orogénèses de Johan Fontcuberta. Les paysages artificiels sont une interprétation de paysages imaginés par d'autres artistes. Monuments de l'histoire de l'art occidental, ces œuvres ont été scannées puis rendues par un logiciel militaire utilisé pour représenter en 3D les cartes d'état-major. La minéralité du corps, mais aussi le principe de la matière minérale en flux, sorte de processus relatif à l'idée du vivant, est au centre des préoccupations d'Alfonso Barragán. Ces daguerréolites sont de minuscules cailloux d'argent présentés ici en couronne comme les pierres précieuses d'un bijou dans une vitrine. Ils ont auparavant été ingérés par l'artiste et un groupe d'invités lors d'une performance. Ils ont transité par le corps de chaque participant et ont ainsi photographié ses entrailles. Ils laissent aussi la trace de leur passage. Le minéral évolue dans un temps qui se compte en millions d'années. Les daguerréolites prolongent la mémoire du temps humain qui, lui, ne se compte qu'en décennies. Ce corps a des contours flous, comme en flux constant. Corps qui pourrait ainsi être augmenté, mais aussi poreux, en prise directe avec l'environnement qui l'entoure. Ce corps fluide est aussi traversé par les ondes, attaqué par des virus, transformé par les voyages dans des cabines pressurisées. Ce dessin de fil de fer
évoque à la fois la fragilité et la résilience, mais aussi souplesse et versatilité.